Une poignée qu'on bouge avec la flèche blanche, ça bouge une tangente. Mais si on utilise l'outil filet avec majuscule, alors ça bouge les deux poignées d'un coup. Oui, 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 en effet. On avait vu là, j'étais allé avec la flèche blanche là sur un point, et quand je bouge une des poignées là, ben, l'autre ne bouge pas, celle qui est perpendiculaire. Mais si je prends l'outil filet avec la touche majuscule, eh bien ça bouge les deux tangentes. Ça peut être intéressant pour faire des petits effets de swirl, des effets dans le dégradé, éventuellement. Wow. Donc touche majuscule avec l'outil filet. Est-ce que ça marche chez vous, la touche majuscule avec l'outil filet? Oui? Un peu? Pas plus que ça? Ça fonctionne. Mais? Oui. Donc c'est l'outil filet et la touche majuscule utilisée en même temps, et ça permet donc de tourner à la fois les deux tangentes qui restent l'une par rapport à l'autre identiques, et donc voilà, ça permet de faire des effets spéciaux éventuellement. Ah, c'est un travail de chipot, mais imaginez que vous devez recréer un nez qui ressemble à une photographie, ce genre de choses peut vous aider, de pouvoir contrôler parfaitement les choses. Alors, attention, ce genre de travaux qu'on a vus, donc que je vous ai montré, voilà, ce genre de choses, ça n'est intéressant que si on se trouve dans une grande ville où il y a une demande pour ce genre de choses. Dans les petites villes, vous n'allez pas avoir une demande pour des travaux aussi complexes et précis. Maintenant, grâce au web actuellement, vous pouvez faire des travaux. Il y aura parfois des problèmes de copyright si vous vous inspirez de photos. Il y a le copyright de la photographie originale. C'est pas parce que vous l'avez redessiné que c'est plus sous copyright, attention. Mais avec le web actuellement, il y a possibilité de mettre ça dans des banques d'images. Par exemple, ce genre de choses pourrait être mis dans une banque d'images et certaines personnes pourraient l'utiliser éventuellement. Bon, franchement, c'est peut-être autant de faire de la 3D si c'est pour faire ce genre de choses. C'est peut-être aussi bien de faire de la 3D en fait. Donc ça peut servir aussi à faire des éclatés, c'est-à-dire l'intérieur de... Voilà, comme ça. Genre dessin technique. C'est ce qu'on faisait à l'aérographe avant. Des dessins techniques qui montrent toute la complexité à l'intérieur d'un engin. Voilà. Il faut trouver son public en fait pour ça. Ok, alors je continue. Ah oui, travailler avec deux vues en aperçu, mais l'un sans les tracés affichés. Ça c'est bien aussi éventuellement. Je demande dans le menu fenêtre de faire une nouvelle fenêtre sur ce document. Je vais enfoncer la touche F pour passer en mode onglet, là, sortir du mode plein écran. Ok, donc là j'ai fait fenêtre, nouvelle fenêtre. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ceci, je vous montre. Hein. Et je vais demander maintenant, je vais détacher une des fenêtres comme ceci, et je vais demander, les deux fenêtres doivent être détachées si vous êtes sur Windows. Et je vais demander le menu fenêtre, disposition, mosaïque.
Ça suppose qu'on n'a que ces deux fenêtres-là ouvertes, en fait. Si vous avez plusieurs documents Illustrator ouverts, ça va vous foirer les choses. Ils vont se mettre en mosaïque avec les autres. OK. Et donc, voilà, j'ai deux fenêtres ouvertes sur le même document. Il y en a une des deux dans laquelle je vais demander de ne pas voir les filets. Par exemple, celle de droite ici, je l'active et je demande affichage, masquer le contour de sélection. Ça veut dire que quand je travaille ici à gauche et que je bouge les points, eh bien le filet disparaît pour me montrer réellement ce que ça donne. Sinon, c'est difficile, on est d'accord, hein. Avec le filet qui est par-dessus, c'est difficile de voir ce qu'on fait. Tandis qu'ici, c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc intéressant de travailler comme ça. Ok, dans le cas où je travaille sur l'objet du dessus, là, avec le filet qui a été déformé d'après l'objet au premier plan. Voilà, c'est celui-là. Ok, celui-là. Voilà, c'est comme ça qu'il faut les mettre, toutes les deux. Bien. Je peux éventuellement demander ici sur la fenêtre de droite de passer en affichage par tracé. Sur la fenêtre de gauche, de masquer le contour de sélection. Ça veut dire que sur la fenêtre de droite, je peux facilement sélectionner mes points. Il faudrait que je demande d'afficher le contour de sélection, voilà. Sur la fenêtre de droite, je peux facilement sélectionner mes points, leur donner une couleur, voir ce que ça donne de l'autre côté, vous voyez. Donc c'est encore une autre manière de travailler dans le cas où on a fait la technique de l'objet déformé au premier plan. Voilà. Ok. Ok, ça marche. Vous voyez la technique? Image de gauche ici, dans ce cas-ci, affichée en aperçu, mais j'ai demandé dans le menu affichage de masquer le contour de sélection. Image de droite, le contour de sélection est affiché, évidemment, pour que je puisse voir quels sont les points que je travaille. Et je suis en affichage par tracé. Ok, ça parle avec des photos. Et ça, les photos, on n'a pas encore testé ces techniques-là avec les photos. Oui, ça peut être intéressant. Quand on fait des applications manuelles de couleurs sur le mesh, on peut utiliser la palette couleurs en mode HSB, TSL, quoi, teinte, saturation, luminosité. Hue, Saturation, Brightness. Et ça va nous permettre de garder la même couleur, mais de modifier sa saturation et sa luminosité. Je m'explique. Je vais revenir travailler sur celui du dessus. Non, pas celui du dessus. Celui du milieu, une copie de celui du milieu. Ok. Voilà, celui-là. Je n'ai pas besoin de ma fenêtre d'à côté. Je reviens en mode de travail une fenêtre. Ok. Et donc, vous avez la palette couleurs. Menu fenêtre couleurs. La palette couleurs, je demande d'afficher les options. Voilà, c'est les curseurs. Et parmi les modes de création des couleurs, je demande TSL, saturation, luminosité.
Je vais travailler avec une couleur qui va être ce brun-là, par exemple. Voilà, ce brun-là. Et je vais sélectionner avec la flèche blanche différents... oui, il faut que je demande d'afficher le contour de sélection, menu affichage. Voilà, parce que je ne voyais plus mes points. OK. Donc, cette couleur-là, sur les points... Voilà, je modifie la luminosité des points. Ok, je vais aller ici en bas. Alors, cette couleur-là, donc dans le nuancier, et je modifie la luminosité. Vous voyez, le principe, ça donne un petit effet d'éclairage, rétroéclairage là en fait. Donc je répète, je sélectionne les points que je veux modifier, je clique dans le nuancier sur la couleur que je veux appliquer, et puis, avec la palette couleur, je modifie l'intensité lumineuse. C'est quand même un peu plus pratique que de jouer avec des nuances. Même le nuancier Pantone, c'est un peu ennuyeux. Il ne permet pas autant de souplesse. Appliquer la couleur, d'abord sélectionner les points avec la flèche blanche, appliquer la couleur du nuancier, puis modifier l'intensité lumineuse. Ça, c'est pratique aussi. Ok. Ah oui, petite astuce, quand vous baissez la luminosité, augmentez la saturation, sinon les couleurs, on a l'impression qu'elles ternissent. Et quand vous augmentez la luminosité, vous désaturez. Donc, puisque, pour ce que je viens de montrer ici, on a également le curseur saturation. Donc, si vous baissez la luminosité pour que ça n'ait pas l'air terne, vous augmentez la saturation. Et si vous augmentez la luminosité, vous désaturez. Ok, alors la plume plus permet d'ajouter des points sur les lignes d'un mèche, mais on ne peut pas leur ajouter une couleur. Ça permet juste de modifier la forme des lignes de mèche. Donc avec l'outil plume plus, voilà, je vais d'abord sélectionner mon rôle, là voilà, outil plume plus, ou l'outil plume même. Quand on s'approche, non, ça ne marche pas. Outil plume plus. Je peux cliquer, ça met un point. Je ne pourrai pas ajouter à ce point, lui ajouter une couleur. Ça ne marche pas. À un point qui fait partie d'une mèche, oui, j'annule. Mais à un point qui a été ajouté par la plume, non. Et donc il va servir uniquement pour modifier la répartition des couleurs. Modifier la répartition des couleurs. Plume plus. Voilà. Ok. Les lignes du mèche qui s'entrecroisent, c'est ce qu'on a fait quand on a fait les espèces de swirls avec l'outil filet. Et quand je suis allé avec la touche majuscule. Mais non, c'est pas encore vraiment ce qu'on a fait. Je vais le faire maintenant, les lignes qui s'entrecroisent. C'est-à-dire que je vais prendre cette ligne-là, la déplacer là, celle-là, la déplacer au-dessus. Voilà. Vous voyez, ça peut faire des effets intéressants. Donc, faire s'entrecroiser des lignes. Voilà. C'est vous qui voyez. Ok. Ok, ok. Alors oui, petit exercice si vous voulez, vous allez créer un logo, donc je crée un nouveau calque et je vais créer un logo. Alors j'y vais, vous allez voir ça, après vous allez tester ça. Oups, la couleur du calque est en jaune, c'est pas génial. Voilà, ok. Donc avec la plume, je crée une forme.
comme ceci par exemple, voilà. Je vais ici créer une autre forme que je vais venir mettre par en dessous. Voilà. C'est juste un exemple. Et puis sur cette forme-ci, la première, si je mettais une autre couleur que rouge, ce serait plus visible. Voilà. Misère, c'est pas toujours facile. Voilà. Donc sur cette première forme, je mets un filet de dégradé. Bon, ça supposerait que d'abord, une fois que mon logo est fait et qu'il est correct, voilà, on va faire comme ça. Une fois que mon logo est correct, on va dire, je vais dupliquer en fait le calque, garder en backup la version avec les aplats. Donc je travaille sur cette forme-là, je fais créer un filet de dégradé, voilà, pourquoi pas ça. Ok, un autre filet de dégradé ici. Ok, un autre là. Un autre là. Ensuite, voilà, sur les filets, je vais pouvoir aller déposer des couleurs pour donner un effet un peu 3D. Waouh. Ok. L'autre, celui-là. Des effets de lumière. Voilà, donc si vous voulez faire des logos de ce genre-là, pourquoi pas. Ok. Alors. Voilà, ça peut plaire, ça dépend, c'est un peu passé de mode ce genre de logo, mais ça peut éventuellement plaire dans certains contextes. Bon, et puis on peut évidemment aller modifier encore et aller modeler même avec les outils de déformation qu'on avait vus. Voilà. Il faut que je sélectionne tout l'objet. Ok. Aller modeler. Etc. etc. Bon. Bien. Bon, ça c'est vite fait, c'est pour vous montrer un peu le genre de logo qu'on peut faire rapidement. Un logo passé de mode, hein. Ça a été fort à la mode vers 2010 en fait, mais voilà, des logos avec des effets de 3D dedans. Ça je vais supprimer. Ok. Donc ce n'est pas que pour faire des choses réalistes nécessairement. Bien. Alors, donc pensez qu'on peut faire une forme et lui mettre un mesh, un filet de dégradé. Lui mettre des couleurs comme on veut. Ok.
Cette forme, ça peut être juste une base, et puis après, vous allez faire la vraie forme, en fait. Hein. Vous allez éventuellement faire la vraie forme qui vous intéresse. Voilà, n'importe quoi. Hein. La mettre au-dessus, sélectionner les deux et demander Objet, masque d'écrêtage, créer. Et donc vous avez votre filet de dégradé qui apparaît à travers la forme que vous avez créée. On a vu ça hein, dans la palette des calques, cet objet-là, ben, c'est un groupe dans lequel il y a le masque et il y a le filet. Donc je peux travailler sur le masque et modifier sa dimension. Ok. Je peux travailler sur le contenu, c'est-à-dire dans ce cas-ci c'est un filet, mais on l'avait fait sur une image je pense. Ce même filet je peux le transformer, le déplacer, l'agrandir, etc. Donc voilà. Et changer évidemment ses couleurs encore, c'est tout à fait possible normalement, oui, d'aller changer les couleurs du filet de certains points, etc. Ok. Ok. Voilà. Contenu, filet. Ok. Ok. Donc, travailler avec des masques. C'est absolument comme ça que les illustrations que je vous ai montrées sont faites. Ils travaillent avec des filets qui sont à l'intérieur de masques, de la vraie forme. Ils ne mettent pas directement le filet sur la vraie forme en fait. Hein. Voilà. Alors ce qui peut être fait aussi, c'est évidemment ce genre de choses ici. Ok. En imaginant que ça soit ma vraie forme, je vais demander objet, tracer, décalage. Je vais mettre quand même une couleur. Objet, tracé, décalage. Voilà, vous voyez un peu décalage 3 mm, ok. 8 mm, ok. Et donc j'obtiens deux objets. Là, je ne suis pas passé par le menu effet, donc ça fait directement le tracé non modifiable. Si je veux modifier la valeur des décalages, je ne peux plus. Ce n'est pas un effet spécial comme on avait vu précédemment, l'effet effet tracé décalage. Ici, c'est l'ancienne manière de faire que j'ai appliquée directement. Objet, tracé, décalage. Donc ça m'a fait un vecteur. Et la valeur de décalage, là, la distance, je ne sais plus la modifier, ce n'est pas dynamique. Hein. Et donc sur la grande forme, je peux mettre un filet. Ok. Voilà le filet, avec les effets éventuellement de lumière. J'annule, je vais rajouter des lignes. Oui, pour que quand j'ajoute des lignes, ça ne fasse pas de couleur, j'ai désélectionné. J'ai enlevé la couleur qui était dans la case de fond et puis je resélectionne et j'y vais. C'est celui-là. Je resélectionne et j'y vais avec l'outil filet. Donc si vous voyez que quand vous ajoutez des lignes, ça ajoute la couleur qui se trouve dans la case ici. Voilà, comme ça. Et que ça vous ennuie. Vous allez tenter de désactiver, enlever la couleur, réactiver. Revenir avec le filet et ça ne marche pas. Ça devrait m'enlever cette couleur, mais je vais aller la choisir dans le nuancier. Ok. Bon, ok. Donc ce filet ici. Voilà, je voulais lui mettre la couleur blanche là et la couleur blanche là, mais plus fine en fait. Voilà, ça marche. Ok, et donc dans l'empilement des calques, le filet de dégradé ici se trouve bien sous la forme qui va servir à le masquer. Je sélectionne les deux et je fais objet,
masque d'écrêtage créé. J'ai donc la forme originale qui m'intéressait, avec un filet à l'intérieur. C'est celle-ci. Voilà. Avec le filet à l'intérieur. On choisit si on travaille sur la forme ou sur le contenu. Le contenu, c'est le filet. Voilà, voilà. Plein de solutions pour travailler. Et on va voir qu'on peut aussi travailler avec des photos. En parallèle, la photo et le filet. Bon, pensez que si vous n'arrivez pas exactement au résultat que vous souhaitez avec ce système-là, vous avez toujours la possibilité d'exporter au départ de Illustrator, fichier exporté, vous exportez votre fichier Illustrator en tant qu'image, donc des pixels, du PNG, du JPEG, mais plutôt du Photoshop, ce sera mieux. Vous récupérez dans Photoshop et vous faites des retouches dans Photoshop, comme si c'était une retouche sur une photo. Donc il ne faut pas essayer de tout faire dans le même logiciel. Si vous pensez que vous n'arrivez pas à faire tout nickel dans Illustrator, vous allez au maximum de ce que vous pouvez faire dans Illustrator, pouvez vous retoucher dans Photoshop. Et c'est valable pour tous les travaux Illustrator en fait. Ok, ça c'est un peu plus compliqué. Enfin, ok. Et ça, c'est les ombres. On utilise des filets pour faire des ombres réalistes dans Illustrator. Mais ça, je réexpliquerai peut-être après. Ok, ok, c'est amusant ça. On va faire une petite pause et puis on va peut-être s'attaquer à recréer une voiture avec le filet dégradé, mais on va démarrer le boulot parce que faire toute une voiture sérieusement avec le filet dégradé, ça prendrait des jours.